C'est une chanson très populaire à propos d'une carte au trésor dans la région de Guanling, ville d'Anshun, province du Guizhou. Chaque fois, à l'occasion d'une fête, les jeunes filles se mettent sur leur 31 et chantent cette chanson. La falaise rouge relatée dans la chanson vise le mont Shaidia, à 15 km à l'est du district de Guanling. Sur ce mont, on voit des signes étranges de différentes tailles. Ces derniers semblent être posés là selon leur bon plaisir. Celui qui parvient à déchiffrer ces signes pourra trouver la cachette qui se trouve dans la montagne. 自从发现以后到现在，它两次高潮引起的可以这么说是全国范围内，也是世界范围内，有很多国家都专家学者都赶到这边来研究这个古老。我们说文字到底是文字是图形是什么东西，我们没有确定它。 Qui inventa cette légende de la carte au trésor transmise de bouche à oreille? Quel message voulait-il faire passer? Cela a attiré l'attention des chercheurs du monde entier, et le mystère n'a toujours pas été percé. Le livre céleste à la falaise rouge permettrait-il vraiment d'aider à trouver le trésor? En 2009, l'ethnie Bouyi a été certifiée comme le 18e groupe ethnique minoritaire du pays à posséder sa propre écriture. L'écriture antique des Bouyi a suscité un grand intérêt dans la société. 那么大家专家认定了之后，这种文字应该是出现在1912年以前的这个方块的布依字。那么现在在布依族的很多地区都还在用，因为我们在做这个经书在调罗舞的时候，都在用这些书籍来应用。那么这块由于它只是掌握在少部分人的手上，没有形成一个统一的体例，所以没有在布依族地区就是广泛的流传。Le septuagénaire Ma Tijong est un Bouyi. Ces dernières années, il œuvre à l'étude de sa culture ethnique. Quand l'écriture antique des Bouyi a été rendue publique, Ma Tijong a pu voir pour la première fois l'écriture de sa propre ethnie et avait l'impression de l'avoir rencontrée auparavant. 还没有发现以前呢，没有专门的研究。发现以后呢，研究以后啊，红叶天书呢和布依族的文字，和呢布依摸金记载下来的这些，以及布依族服饰上现在流传下来的，都有许多相同的字。 Le livre céleste à la falaise rouge que les érudits des différentes générations tentèrent de comprendre depuis 500 ans mais en vain, voit enfin apparaître une lueur de pouvoir être déchiffrée. Nous allons au mont Shaidia pour voir le vrai visage de ce fameux livre céleste. Quand le guide nous dit que le dit livre céleste est cette falaise rouge, nous sommes très déçus. À part quelques traces de couleur rousse à peine perceptibles en bas à gauche, nous ne voyons pratiquement aucun pictogramme ou caractère. D'après les traces existantes, le livre céleste ne fut pas gravé, mais écrit directement sur la paroi.由于在清朝光绪年间，永明知州徒步渠派人照这个采集拓本，把它用桐油、石灰把它驮上去，最后用钝器把它敲掉，这样子作为一次损坏，红叶天书就看不清楚了。再加上数百年来日晒雨淋，风化以后更是不清楚了。 À côté de cette écriture, il existe plusieurs autres gravures rupestres qui sont l'imitation du livre céleste originel. Au cours des centaines d'années, l'étude du livre céleste est basée sur ces copies laissées par des chercheurs antérieurs. Dans beaucoup de régions chinoises apparurent plusieurs autres écritures mystérieuses, telles que le livre de Trangzie, écriture thétarde de Xianzhu, l'écriture Dongba, etc., dont certaines ont été déchiffrées. Mais le livre céleste en question reste toujours mystérieux. Le livre céleste à la falaise rouge, recelé au fin fond des montagnes du Guizhou,
apparut pour la première fois dans l'écrit d'un poète antique. Shao Yuanshan, homme de lettres originaire de Guizhou, sous le règne de Jiajing des Ming au XVIe siècle, lors de son excursion dans la montagne, il composa le poème de la Falaise Rouge. Ce poème relata à merveille l'état du livre céleste à la Falaise Rouge et suscita la première vague de démystification. Il estima que cette écriture rupestre fut le plan d'alliance entre Zhuge Liang et la tribu locale. Par la suite, pendant longtemps, cette vue fut partagée par tous et l'écriture fut élevée au rang de monument de Zhuge Liang. 我身后的停车场，这就是诸葛亮曾经驻兵的地方，老百姓叫诸葛营。前面的这个山叫赛甲山，原是诸葛亮的士兵赛甲的地方。后边这块崖就是红崖天书。这3个地方，因为诸葛亮曾经在这儿驻兵，老百姓把红崖天书和赛甲山、红崖诸葛营联系在一起。 Être une position stratégique pour Guanling, le Yunnan et le Guizhou, voilà son importance sur le plan géographique. La voie antique des relais au mont Guanling est l'une des voies antiques des relais les mieux préservées dans la province du Guizhou. Elle fut la célèbre voie de communication interprovinciale entre le Guizhou et le Yunnan durant les différentes dynasties. Le pionnier de cette voie fut le fils adoptif Guanshuo de Guanyu. Parti avec Zhuge Liang pour l'expédition au sud, il vint camper sur cette montagne pour se frayer un chemin menant vers le sud-ouest. À la mémoire de ce héros antique, le mont fut baptisé mont Guanshuo. Aujourd'hui, le chef-lieu du district autonome Buimiao de Guanling est toujours appelé bourg de Guanshuo. Le pont Baling fut le point de départ de cette voie antique des relais. Il doit son nom au fait qu'il fut jeté sur la rivière Baling. Sur cette voie, du côté ouest du pont, on peut trouver bon nombre de noms de localités et de traces liées à l'expédition au sud au temple Shuhan. Le plus légendaire est le temple de la double source. On dit que quand Guanshuo arriva ici lors de l'expédition, comme ses hommes et ses chevaux étaient exténués et qu'il faisait très chaud, les soldats étaient très assoiffés. Or, il n'y avait aucun endroit où puiser de l'eau dans les environs. Guanshuo se creusa la tête pour trouver une solution. 这个就是传说中的斗坝井，是关索用战斗的斗坝投出来的水。原来隔壁那个叫做马圃井，马圃井是关索的那个坐马投出来的水。按我的想法是，可能是原有的关索的兵马到这个地方过后，就把它用刀或者什么的把它刨成2口井。 所以就成了传说中的斗坝井、马圃井。Maintenant, un nouveau pont a été jeté sur la rivière Baling. C'est la nouvelle clé de jonction. Alors que l'ancien pont Baling avait été détruit durant la guerre, devenant une mémoire de l'histoire. L'unique fondement qui soutient la thèse du monument de Zhuge Liang est le grand contexte historique de la guerre entre les royaumes de Shu et de Han. Or, Guanshuo ne fut pas officiellement mentionné dans l'histoire des 3 royaumes. Par ailleurs, aucune preuve archéologique n'apporte d'appui. De plus en plus de chercheurs sont sceptiques à cet égard. La nouvelle découverte a rendu Ma Zizhong très enthousiaste. Pour vérifier l'hypothèse, il part tout de suite vers le mont Shaijia pour confronter les caractères bouillis avec le livre céleste à la Falaise Rouge. 这个字，就是一个南字。哦，南，哎，布依族里也有这样子的字。布依族有这个字，布依文字上有这个字。南呢，就是阻拦的意思。南呢，布依族的这个称房子啊，也称作南。现在呢，就是
这个布艺出的这个橄榄建筑，就也就是用这个蓝。这图像呢是布艺出的太阳，布艺出呢它是属于这个稻根民族，它是崇拜太阳的，因为太阳呢给这个稻根生产呢带来了阳光，所以生长得好。这像马的，它头抬起来，下面就是尾巴啦、四肢啊的。四肢啊什么。Ma Tijong estime que l'écriture rupestre est faite de pictogrammes dont l'étude doit commencer par l'analyse du sens des signes. Il y a 6000 ans, la pictographie commença à faire son apparition. Les différentes écritures, dont le chinois, furent développées à partir de signes pictographiques. C'est pourquoi au cours des 500 dernières années, parmi les chercheurs, le plus nombreux sont ceux qui étudient les écritures. Pour Ma Tijong, nous savons que sa conviction pour le décryptage du livre céleste à la falaise rouge est basée non seulement sur la similitude avec l'écriture bouillie, mais aussi sur d'autres preuves qui sont dans le village bouilli du nom de Gaodang. Guidés par Ma Tijong, nous arrivons au dit village de Gaodang en vue de rechercher des traces pour le déchiffrement de l'écriture rupestre. Ma Tijong est considéré comme l'homme le plus brillant parmi ceux qui sont sortis du village. Il est la fierté de l'ethnie bouillie. À notre arrivée, les habitants se sont mis sur leurs 31, chantant et dansant pour nous faire un grand honneur. Perdu au fin fond des montagnes, ce village a eu accès à la route il y a 2 ans seulement. L'enclavement pendant longtemps a eu pour effet de préserver le mode de vie et l'état de subsistance des hommes sans changement pendant 1 millier d'années. Les maisons, ponts et autres édifices en pierre sont préservés tels quels malgré des centaines d'années écoulées. La quasi-totalité des villageois sont capables de relater la légende du trésor, livre céleste à la falaise rouge, et cette légende est étroitement liée à leur vie. 这个3层年代呢，老的把这个金银财宝摆在地下，就写在红白碑上。这个写了以后，就意味着这个3层结束以后，下一代这个好找这个金银。所以呢，这个老的把红白碑写好以后，由于3层结束，就让后人来找，哪个找到就是哪个的。所以你们看，山上到处的。都有灯，在看到晚上有人来偷啊，那有人来挖宝啊，我们不许去修这个灯，灯的目的也就是为了保护这个18项这个金银财宝。Les habitants du village Gaodang sont convaincus que le livre céleste à la falaise rouge laissé par leurs ancêtres constitue la carte au trésor. Ils gardent fidèlement les trésors légendaires et espèrent pouvoir les retrouver un jour. Maintenant, ils placent leur espoir sur Monsieur Ma. Or, au cours de notre interview, nous avons entendu des gens émettre des doutes sur la thèse de recel de trésors de l'écriture rupestre. 在他们的印象当中，反正是只要是奇形怪状的东西，可能与藏宝有关，可能哪个地方是藏的有宝，所以用这个图形来，像我们电影也好，小说也好，这方面的这个素材很多。有些电视剧里边不是也反映出什么藏宝图啊，还有电影里面还有什么呢沙漠多宝啊，这些东西也是有什么藏宝图。所以这个我觉得这是从过去年代，从古代先民到我们现在的人对一种财富的追求，所以把什么东西他认为带有神秘性的东西，他都与财宝相连在一起。Si ces contestations existent, c'est parce qu'il y a à des centaines de kilomètres plus loin une autre falaise où on trouve aussi bon nombre d'idéogrammes de formes étranges. De haut en bas, il y a tout 4 blocs de caractères. On peut distinguer environ 400 caractères. Comme ces derniers ressemblent aux caractères du chinois à l'envers, les habitants locaux appellent cette falaise roche au caractère à l'envers. Parmi eux circule aussi une thèse de recel de trésors de roches au caractère inversé. 大澳对小澳金银18告，1告18斤，
1斤1锆18块，1块18斤。你要不相信，对门老李来作证。那么这个寄语跟我们《洪崖天书》里边有相似之处。La roche au caractère à l'envers fut aussi un plan de recel de trésors pour certains, mais elle n'a jamais été déchiffrée. Vers la fin des années 1980, à l'issue d'études du bon nombre de chercheurs, on est enfin parvenu à mystifier le vrai sens. 那么当时呢，就认为这个反字实际上是古彝文，它描述的就是有一支彝族住在这一带的这一支彝族，把这个他的征战的历史，开拓这一片疆土的历史，还有他的祭祀，他们彝族祭祀的一些历史，就记在这上边。所以呢，这个呢，现在反字言呢，基本上是把它作为彝文，是古彝文，把它留成作为一种历史的见证。Bien que la roche au caractère à l'envers n'ait aucun lien avec le plan de recel de trésors, elle n'aide en rien pour éliminer les suppositions sur le plan de recel de trésors qu'est le livre céleste à la falaise rouge. Et une seconde entreprise d'étude de cette écriture est soulevée en ce moment. Les femmes du village Gaodang portent aujourd'hui encore leur parure traditionnelle bouillie, qu'elles tissent elles-mêmes. Presque toutes ces femmes sont d'excellentes tisserandes et brodeuses. Suite à l'enclavement, la culture vestimentaire originale est préservée intacte, traduisant les coutumes antiques du totem primitif et du culte ancestral. Ma Tijong est convaincu que les parures vestimentaires traditionnelles recèlent aussi des messages, pouvant déchiffrer le secret du livre céleste à la falaise rouge. 布衣族的服饰呢，是穿在身上的无字史书。你譬如红崖碑上的这个太阳，这个在布衣族的这个服饰上啊，都有记载。头上这个银饰呢，就是这是个太阳，四周呢就是人，这个叫人俑，来围绕这个太阳。你看它这个图像呢，中间红崖碑上的这个呢，中间是个太阳，四周呢就是有许多人呢围绕这个太阳，它和这个头饰呢是一样的，头有啊，还有这个裙子啊，裙子你看这个有若干个太阳啊组成，中间是太阳，四面呢是水点。Selon Ma Tijong, le visage de l'écriture rupestre devient de plus en plus clair. Or, sur la voie de la quête de la vérité, il s'est heurté à un obstacle infranchissable malgré son grand espoir. Après l'incident d'estampage par le préfet de Yongning sous les Qing, on ne peut étudier le livre céleste à la falaise rouge que d'après les différentes imitations. Or, ces imitations existent dans une dizaine de versions. Comme elles ont été réalisées sous différentes époques, chaque texte ne comporte pas le même nombre de caractères. Le livre céleste à la falaise rouge ressemble à un problème de maths à multiples solutions. Les différentes versions d'imitation donnent lieu à différentes interprétations. En 2004, un sceau du roi de Yelang datant des Han, légué des ancêtres, dit-on, a donné lieu à la thèse d'écriture du royaume antique de Yelang. 这个是夜郎王印。哦，这里是王印啊，那能打。这个呢是放在银行里面继承保管呢，因为里面来了才取出来。一般等于轻易不给别人看的哈。哎，这平时因为放在家里面不安全，都是在银行。你们来嘛就起来给你们赔了嘛。哦，里面还有。这个印不大呀哈。这个印不大。这个印是您那个家里传下来的，还是那个后来发现的呀？这个是传下来的。就您家里。过去是不给人看的。哦。
那是咱们一直知道，就说的家里传下来的这个是夜郎王印吗？讲的是王印，但是不是原来不认识。哦，不认识，不知道是谁的什么意思？嗯。就这么小这个。这个没有好大，这个。那关于它的朝代呢，有鉴定吗？有鉴定的，是汉代的。这上面写的有字是吧？这个就是有字有符号，有图案。这个就是多德2个字，多德就是夜郎王的名字。Yelang fut un royaume d'une tribu d'ethnie minoritaire au sud-ouest sous les Han. Il fut très connu à cause du proverbe connu de tous, être ignorant et présomptueux comme le roi de Yelang. Yelang développa une culture éclatante et régna sur un vaste territoire au sud-ouest. Mais il apparut subitement et ne laissa que des traces ponctuelles dans l'histoire. Et cela reste un mystère historique qu'on n'a jamais pu élucider jusqu'à ce jour. 都有认为我们这边应该是夜郎当时的他们的政治经济文化中心在这一带。当然从一些史料上记载，不管是安顺府志也好，贵州的通志也好，有些史料上记载安顺这个地方是多次被命名为安顺夜郎县。郑林这边提出来，因为他们有一支苗族称为蒙正苗族吧，蒙正苗族他们是提出来他们是夜郎的后裔。Yang Wanzin, propriétaire du sceau du roi, est bien un membre de cette branche de Miao Mangjang. Par son identité, il est intimement convaincu que le sceau du roi légué par cet ancêtre fut celui du roi Duode de Yelang. Dans sa longue histoire, le royaume antique de Yelang est celui qui régna le plus longtemps sur cette terre du Guizhou. Il n'est pas sans raison de considérer le livre céleste à la falaise rouge comme un site culturel de Yelang. D'autant plus que le sceau du roi de Yelang, légué par les ancêtres de Yang Wanzin, semble appuyer énergiquement cette thèse. 用那个只能说是汉代的，就是鉴定它是汉代的东西，但是呢，它绝对不是汉武帝分封的四个，就说倭王、夜郎王、南越王、滇王，它那个印就不是这个样子了。所以这个呢，只能说安顺这一块土地，它的确跟夜郎的文化有着联系，具体来说找不出确切的证据来证明。Jusqu'à ce jour, le sceau du roi de Yelang de Yang Wanzin est toujours contesté. Comme pour le livre céleste à la falaise rouge, différentes interprétations existent. L'écriture rupestre pourrait être une carte au trésor, mais aussi un poème antique ou une histoire inconnue. Les différents points de vue qui ne cessent de se faire connaître semblent nous donner un cours d'histoire sur la région de Guanling. Comme le livre céleste à la falaise rouge a été estampé à plusieurs reprises, les éléments physiques des caractères originels furent totalement détruits. Il est impossible de dater les caractères à l'aide des moyens scientifiques modernes. La date de naissance de cette écriture demeure aussi le plus grand des mystères. Ma Tijong revient au pied de la falaise. Il poursuit son étude. Il est convaincu que le livre céleste à la falaise rouge fut un message laissé par ses ancêtres. Peu importe s'il est ou non une carte au trésor, il tient à décoder ce message et le transmettre aux générations futures. Les temples des différentes régions de Chine sont composés généralement de grands pavillons et de salles imposantes. D'habitude, le premier grand édifice, après le portique du temple, est dénommé pavillon Maharaja, qui abrite au milieu de la salle la gigantesque effigie bedonnante et souriante du Bouddha Maitreya.
Le bouddhisme vénère le Bouddha et aussi les bodhisattvas qui se décident à devenir Bouddha. Maitreya est l'un des plus importants personnages des bodhisattvas bouddhiques. Il y a 2000 ans, la foi en bodhisattva fut introduite en Chine avec le bouddhisme, depuis l'Inde. Sur cette terre, cette foi commença sa sinisation. La grotte 275, dont les travaux de percée ont débuté au 5e siècle, est la plus ancienne du genre à Dunhuang. On a érigé une effigie colossale du bodhisattva Maitreya assis. Elle a les pieds croisés, le torse presque nu, sa robe, qui la moule bien, est de style indien. Les premières effigies du bodhisattva Maitreya apparues en Chine se présentaient généralement dans une position assise, avec les pieds croisés, avec la couronne et le collier bouddhique. De telles effigies portent très peu de traces de la sinisation. Le changement fondamental dans l'image de Maitreya intervint au Xe siècle. Comme le moine sac de toile, Chi Tzu était reconnu comme étant la réincarnation du bodhisattva Maitreya, les gens créèrent sur cette base la nouvelle figure du bodhisattva Maitreya, bedonnant et souriant. Au XIVe siècle, l'empereur Zhou Yuanzhang de la dynastie des Ming ordonna au temple du pays d'adorer le Bouddha bedonnant Maitreya. Depuis lors, les différentes figures de Maitreya laissèrent place à cette image du moine sac de toile, et celle-ci, que nous connaissons aujourd'hui, fut ainsi cristallisée. La substitution des précédentes figures de Maitreya par celle du moine sac de toile fut un grand changement dans le processus de sinisation des figures bouddhiques. Parallèlement à cette évolution, il y eut aussi le phénomène de laïcisation et d'adaptation locale à la foi en Maitreya. Maitreya signifie, selon les textes bouddhiques, le bienveillant, qui symbolise la joie et le bonheur. Le passage de l'image grave de Maitreya, doré au perché en Inde, à un être humain ordinaire en la personne du moine sac de toile en Chine, ce Bouddha Maitreya souriant qui fait face à la vie positivement transmet ce message de jouissance. Un monde joyeux, merveilleux pourra se réaliser en ce monde humain rien qu'avec les propres efforts des êtres humains. Aujourd'hui, le pays natal, fond-roi du moine sac de toile, est devenu le centre de rayonnement de la culture de Maitreya. Le moine sac de toile, personnage clé dans la sinisation de la foi en Maitreya, est aussi admiré et apprécié dans le monde entier. Au Japon, comme en Inde, Maitreya, sac de toile, qui est la bonhomie même, est adoré comme le dieu de la fortune. L'image du Bouddha Maitreya et la culture qu'il représente pénétrèrent progressivement dans le monde laïque en Chine, tout en incorporant une touche de laïcité au saint lieu imposant du bouddhisme. Le Bouddha Maitreya, souriant et bedonnant, manifestation de l'idéal des Chinois pour le Bouddha, a été diffusé dans le monde entier en tant que symbole du bouddhisme chinois.